L'économie congolaise est considérée extravertie. Cette économie, certainement, qui depuis un moment cause préjudice pour le développement de la République démocratique du Congo. Que faire pour sortir la tête de l'eau? Des solutions concrètes qui pouvaient certainement permettre à la RDC de devenir l'une des puissances économiques à travers le monde, chose qui est possible. Mais quelles sont les pistes de solutions aujourd'hui pour changer la donne au niveau de l'économie congolaise? Messieurs et dames, Interface, 4e numéro de la semaine. À toutes et à tous, bonsoir. Vous nous suivez de partout et bienvenue. Bonsoir Sarah. Bonsoir Daniel Roland-Lay. Bonsoir fidèles téléspectateurs de cette tranche, de cette émission Interface, et bonsoir à notre invité. Alors, bonsoir bien sûr à vous toutes et à tous. Bonsoir d'ailleurs, parce que je vous avais salué au début de cette émission, une émission économique pour répondre à toutes ces questions liées à l'économie congolaise. Nous recevons pour vous Maître Sam Tunda. Avec lui, on va essayer de parler de cette thématique. Bonsoir Maître et bienvenue. Bonsoir Daniel Roland, bonsoir Sarah, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Heureux d'être encore parmi vous en ce jour. Alors aujourd'hui Maître Sam, justement la politique, bien sûr, on a toujours l'habitude de dire c'est l'infrastructure qui détermine la superstructure. Ça veut dire tout passe par la politique, mais à un moment il faut oublier la politique, il faut faire des émissions scientifiques au niveau des propositions, des analyses. Il est aujourd'hui dans cette peau d'économistes. Vous les connaissez parce que vous le suivez au niveau des libres débats avec Nonon Koro. Quand il fait les débats, il propose avec beaucoup d'intelligence. C'est pourquoi même son show aujourd'hui pour parler de l'économie. L'économie, les piliers, justement, au lieu de rester, de parler des gens en tout moment. Maître Sam, l'économie congolaise a considéré d'extravertie. C'est ça, d'ailleurs, la question d'entrée. Pourquoi d'abord l'économie congolaise est toujours considérée d'extravertie? Extravertie, ça veut dire quoi? Déjà, merci pour cette question pertinente. Et avant de répondre, je vais revenir vite fait sur ce que vous avez dit avant. Et vous avez raison de dire que la politique sans science n'est que ruine d'un pays. Parce que souvent au Congo, on se retrouve avec des gestionnaires, on est incapable de les situer scientifiquement parlant. Parce que dans tous les pays du monde, politiciens, ok. Mais avant d'être politicien, on est capable de situer l'homme dans son aspect scientifique. Et je pense que si nous pouvons, nous, acteurs politiques, être des références dans un secteur ou dans un domaine avant même de porter la casquette de politicien, je pense que la République se portera davantage. Alors, pour répondre à la question, quand on parle d'une économie extravertie, déjà, il faut savoir que la RDC n'a pas une économie extravertie, elle a une économie très extravertie. C'est-à-dire qu'elle est tournée totalement ou pratiquement totalement vers l'extérieur. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que les biens qui sont consommés sur le marché, quand on parle de très extraverti, ça veut dire que la grande partie, peut-être 90% des biens qui sont consommés sur le marché, ou même plus de 90%, sont des biens importés, c'est-à-dire qui ont été produits dans des pays autres, ce qu'en économie on appelle le reste du monde, ce qui a été produit dans les pays autres, et que nous consommons ici. Et l'autre revers de la médaille est que nous, en retour, sur le marché mondial, on ne propose carrément rien. Parce que quand il y a un équilibre entre ce que vous proposez et ce que vous importez, l'économie n'est pas extravertie ou très extravertie. Mais lorsque sur le marché mondial, vous ne vous positionnez qu'en position d'acheteur, même le papier mouchoir, vous devez acheter. Même les cure-dents, j'ai vu d'ailleurs récemment, il y a eu l'inauguration d'une usine de cure-dents, une initiative que je salue par une Congolaise. Donc même le cure-dent avant, on importe. Donc même les biens les plus élémentaires qui auraient pu être produits en RDC parce que nous avons les matières premières, ce qu'on appelle les inputs que nous avons en quantité abondante, même ces petits biens de consommation, nous sommes incapables jusqu'à ce jour de les produire. C'est la raison pour laquelle on dit qu'une économie est extravertie ou très extravertie dans le cas de la RDC. Partant de toutes les raisons que vous venez d'énumérer ici, qui fait que l'économie congolaise puisse considérer d'extravertie ou des très extravertis, comme
comme vous l'avez souligné. Est-ce que pour vous, quelles sont les causes? Pourquoi la RDC n'arrive pas à produire au niveau interne alors qu'on a toutes les richesses, on a des cuivres, on a des diamants, ça veut dire on a toutes les possibilités de les faire aujourd'hui pour que nous puissions devenir dépendants, qu'on puisse plus dépendre de l'extérieur? Je pense que c'est un problème d'homme, en grande partie. Je pense. Parce que... c'est pas un problème de vision ou de développement. Non, d'homme, parce que c'est l'homme qui porte la vision déjà. Je ne voudrais pas accabler les individus, mais en tant que scientifique, permettez-moi d'évoquer un projet très important, Bukanga Lonzo. Ici, je ne suis pas en train d'épingler la responsabilité de qui que ce soit sur l'échec de ce projet. C'est juste un exemple que je suis en train de prendre. Bukanga Lonzo était un projet merveilleux en ce qui concerne la politique agricole, parce que si vous lisez le projet Bukanga Lonzo, il ne concernait pas que les champs. Il fallait même qu'il y ait des entités de formation pour les agriculteurs. Donc il y avait énormément, même des écoles, si je ne me trompe pas, sur le site, parce que c'est un très très grand site, Bukanga Lonzo. Alors vous allez vous rendre compte que ce projet a échoué. Pourquoi? On ne va pas dire que c'était un problème de financement. Parce que quand aujourd'hui on entend parler de toutes les sommes qui sont prétendument en train de se volatiliser, on se rend compte que ce n'est pas forcément un problème d'argent. Donc il y a aussi un problème dans la gestion de la chose de l'État. C'est pourquoi moi j'ose croire que le plus gros problème que nous avons au Congo, c'est un problème d'homme. Un problème d'homme, bien sûr, maître. Et si ça arrivait aujourd'hui, peut-être on faisait la main en culpa, qu'on puisse avoir des personnes capables avec une vision du développement de la RDC. S'il faut mettre des bases sur les terrains pour essayer de changer la donne au niveau de l'économie de la RDC, il faut mettre quelle base, il faut mettre quel instrument justement à permettre à l'économie congolaise de changer la donne. Très belle question. Déjà, il faut savoir que l'économie, c'est pas un fait du tâtonnement. C'est comme ça que, lorsqu'on m'a posé la question avant la nomination du Premier ministre, j'étais d'avis qu'il fallait un Premier ministre économiste. Les grands pays se développent avec des acteurs politiques économistes et non pas juristes en grande majorité, comme ça peut être le cas au Congo. Au Congo, c'est généralement les juristes qui font la politique, alors qu'en Occident, c'est plus ceux qui ont la maîtrise de la chose économique qui font. On voit même au niveau de la France aujourd'hui, lui-même, le président Emmanuel Macron, c'est un économiste. Exactement. Et quand vous l'entendez parler économie, vous comprenez que c'est quelqu'un qui a des connaissances ou des bases en économie. Déjà, il faut savoir que avant de se poser les questions de comment nous allons faire, il faudrait déjà être en cohérence avec la structure économique auquel votre pays appartient. Il existe 3 structures économiques. Nous avons l'économie planifiée, nous avons l'économie du marché et nous avons l'économie mixte. L'économie planifiée, c'est un pays, généralement c'est attaché au pays dictateur, c'est une économie où l'État régule ou gère tous les méandres de l'économie comme étant une autorité supérieure. C'est-à-dire que c'est elle qui gère qu'est-ce qu'on produit, comment on produit, quand on produit. Et dans ce genre de pays, la plupart des entités de production sont détenues par l'État. Ensuite, nous avons les économies de marché. Les économies de marché, ce sont des économies où l'État ne s'installe que dans un rôle on va dire de roulage, de régulateur. C'est ça le terme approprié. C'est-à-dire que l'offre crée sa propre demande. Ce sont les entités ou les entreprises qui choisissent que produire, comment produire, quand produire. Pourquoi? Parce que ces entités produisent en fonction de la demande des consommateurs. C'est ce qu'on appelle une économie de marché. Dans ce genre d'économie, l'État n'intervient pratiquement pas. Donc l'État laisse les entreprises concourir entre elles parce que l'État sait pertinemment que les prix seront régulés sur base de la concurrence. Et puis nous avons l'économie mixte, qui est le mélange ou le mixage entre une économie planifiée et une économie de marché, c'est-à-dire que l'État intervient uniquement lorsqu'elle considère qu'il est nécessaire d'agir sur les structures économiques. Voilà. Alors, Maître Sam, vous avez dit qu'il nous fallait un Premier ministre économique. Est-ce qu'on peut coller le ministère de l'économie à un Premier ministre? On peut alors dire qu'on peut coller aussi les autres ministères à un Premier ministre alors qu'il n'est pas en charge de pouvoir s'occuper des autres ministères? Bon, déjà, il faut savoir, par exemple, qu'en France, sauf si je dis des bêtises, il y a eu un précédent où un Premier ministre, en dehors d'être Premier ministre, avait aussi la gestion d'un ministère, si on peut le dire comme ça, ou la tutelle d'un ministère. Même ici en RDC, nous avons un ministre des Finances délégué.
à l'époque de Matata Pogno, ce qui laissera supposer que celui qui était titulaire en tant que ministre des Finances, c'était toujours le Premier ministre. Donc il est parfaitement possible que le Premier ministre puisse aussi jouer le rôle premier de ministre de l'économie. Mais lorsque vous regardez l'ordonnance portant attribution et compétences des ministères, vous allez vous rendre compte que quand on regarde l'axe d'application économique, le ministère du Plan aussi a un rôle important à jouer dans l'économie du pays. Parce que notamment, vous allez voir qu'on va vous dire que le ministère du Plan produit les instruments de gestion macroéconomique. C'est dans l'ordonnance. Donc vous allez vous rendre compte que moi, lorsque j'ai appris la nomination de son Excellence Madame Judith Toulouka. Voilà. Excusez-moi le lapsus lingué. J'étais un tant soit peu optimiste. Pourquoi? Parce que j'ose croire que un bon ministre du Plan, ici je suis pas en train de faire son bilan en tant que bon ou mauvais ministre du Plan, un bon ministre du Plan a déjà une vision globale de l'économie d'un pays. Et j'ose croire que si elle a été un bon ministre du Plan, oui, je pense que facilement il est possible de superposer ministre de l'économie et ministre du Plan en tant que bon Premier ministre. Mais pourquoi lorsqu'il s'agit de l'économie, on a souvent l'habitude de rejeter la faute à qui de droit, au ministère de l'économie, s'agissant de notre pays? Je n'ai pas envie d'employer le mot ignorance, mais je dirais par manque de volonté d'apprentissage. Je vais essayer d'adoucir pour ne pas choquer nos téléspectateurs. Parce que déjà, il faut savoir que l'économie, il y a deux grandes manières d'agir dans l'économie. Soit par des politiques macroéconomiques ou par des politiques structurelles. Dans les politiques macroéconomiques, il y a soit les politiques budgétaires, les politiques monétaires, les politiques de change. Or, vous allez vous rendre compte que la politique de change ne dépend pas du ministère de l'économie. La politique monétaire ne dépend pas du ministère de l'économie, c'est la Banque centrale. Et puis la politique budgétaire ne dépend toujours pas du ministère de l'économie, c'est l'apanage du ministère du budget. Donc vous allez vous rendre compte que souvent, on a tendance... En fait, tout ça aussi, je me dirais que c'est parce que par culture politique où il faut qu'il y ait beaucoup de ministères pour qu'il y ait beaucoup de portefeuilles et que beaucoup de partis politiques se retrouvent, il a fallu démembrer les compétences du ministère de l'économie et une partie les mettre dans le ministère du budget, une partie les mettre dans le ministère du plan, une partie les mettre dans le ministère des finances. Alors qu'il y a des pays où, lorsque vous regardez les compétences du ministère de l'économie, vous allez vous rendre compte que quand vous faites en droit comparé, c'est possible. Lorsque vous faites la superposition, vous allez vous rendre compte que certaines compétences du ministère des Finances est l'apanage du ministère de l'économie. Certaines compétences du ministère de l'industrie, parce qu'il y a des pays où même l'industrie et l'économie vont de pair. Donc, moi je dirais que c'est par manque de culture que nous disons ça, voilà, abusivement. Alors, manque de culture, Maître Sam, aujourd'hui l'économie congolaise est détenue en majorité par les entreprises privées. Est-ce qu'il est fait pour l'État de céder son pouvoir? Ça veut dire comme une organisation, bien un organe qui a les prérogatives, ça veut dire de laisser cette primaire aux entreprises privées de détenir la force de l'économie congolais. Ça cause préjudice à l'État congolais de devenir les seuls maîtres ou bien d'être dessus des privés pour essayer un peu d'échanger la donne au but de développer la RDC sur le plan économique. À moins que j'ai mal saisi la question, votre question, vous voulez savoir si c'est mal le fait que la plupart des entreprises soient détenues par les expatriés? Voilà. Ah, ok. Je dirais que non. Pourquoi? Parce que quand j'ai évoqué les structures économiques, la RDC appartient davantage à une économie mixte. Une économie mixte, plus précisément, nous sommes dans l'économie libérale. C'est-à-dire que l'État laisse les entreprises, c'est-à-dire celles qui sont en mesure ou en capacité d'investir, elle leur laisse le libre champ d'investir. C'est une erreur. Non, pas forcément. Pourquoi? Parce que je dirais que s'il faille corriger, déjà il faut savoir que si nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui en RDC, vous aurez interrogé les juristes ou certains économistes et vous diront que ce qui nous a amenés là où nous sommes, c'est la moi je suis pas le seul. Zénarisation. Je pense si certainement j'ai pas bien prononcé. Bon, c'est à peu près ça. Je vais éviter de prononcer pour ne pas me mettre dans la même situation. C'est un peu ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Lorsque Mobutu a voulu nationaliser toutes les entreprises,
qui était détenu par les étrangers, il s'est posé un problème. Les Congolais à qui, ou les Aïrois à l'époque, à qui on les a donnés, n'avaient pas forcément la maîtrise de la chose. Ce qui fait qu'on ne comprenait pas que signifie coût fixe, coût variable, coût d'exploitation, réserve, refinancement. Tant qu'il y a l'argent dans la caisse, je peux prendre. Donc moi, je crois que l'investissement d'une entité privée doit dépendre de l'expertise, de la compétence et surtout de la capacité financière. Comme je l'ai dit, l'État congolais aujourd'hui s'installe dans un rôle de gendarme. Le problème, s'il faille imputer quelque chose ou un fait évident à l'État congolais, c'est de ne pas être suffisamment gendarme. Aujourd'hui, on se retrouve avec nos camarades qui travaillent dans certaines entités, je vais éviter de citer les noms, certains qui touchent $50 par mois, $80 par mois, mais on leur demande d'être au travail du lundi, parfois même au dimanche. Donc, la responsabilité que l'État ne parvient pas encore jusque-là à réaliser correctement, c'est vraiment d'être un bon gendarme qui protège ses compatriotes. Alors, un gendarme qui protège ses compatriotes, certainement face au comportement des expatriés, mais beaucoup remis en cause sur l'environnement congolais qui, selon eux, serait défavorable aux affaires. Aujourd'hui, est-ce que cet élément peut être considéré comme les causes de la chute, ou bien poussons l'État congolais à adopter ces modèles d'économie? Bien sûr, déjà, il faut savoir que un pays où il y a beaucoup d'investissements étrangers, ça veut dire que c'est un pays où l'économie est favorable. Ce qu'on appelle le climat des affaires. Le climat des affaires englobe à la fois tout ce qui concerne l'administration publique, notamment la corruption, le détournement de fonds. Est-ce que mes investissements seront en sécurité dans ce pays-là? La sécurité. Lorsque vous êtes un pays où, à longueur de journée, on ne fait que dire la guerre, on a tué, eh ben, un investisseur se dit, il y a un risque ici, si je viens investir, je risque de perdre mon capital. Lorsque vous êtes un pays où on vous rappelle au fait, dans ce pays, l'histoire nous dit que il y a eu un moment où il y a eu des pillages, où il y a des gens qui ont perdu tout leur investissement. On se met à être réticent. L'instabilité politique. L'instabilité politique, voilà. Lorsque vous entendez encore, oh non, il y a des détournements, je ne sais pas moi dans ce pays, il y a des détournements chaque jour, apparemment c'est une culture, je ne sais pas. Donc lorsque vous entendez tous ces faits, ce ne sont pas des faits qui sont favorables au climat des affaires. Donc déjà, moi je dirais qu'il faudrait encourager les expatriés qui ont quand même investi dans ce pays, dans notre pays, malgré le contexte dans lequel on est. Mais on doit maintenant veiller à assainir le climat des affaires et à améliorer le pouvoir des achats des Congolais et à encourager l'entrepreneuriat congolais pour que nous ayons aussi des entreprises congolaises de grand renom qui emploient des Congolais. Est-ce que les bonnes infrastructures dans un pays ont un rôle important à jouer sur la stabilisation d'une économie d'un pays? Oui, bien sûr. C'est un rôle majeur. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que lorsque le colonisateur est venu au Congo, l'une de ses plus grandes priorités, c'était la construction du chemin de fer. Parce que les bonnes routes, notamment, quand on parle, par exemple, si on veut développer une politique agricole, comment vous allez faire pour... c'est quoi le terme approprié déjà? Le terme approprié m'échappe, mais comment vous allez faire pour faire quitter, supposons, une production de Bandundu à Kinshasa sans qu'il n'y ait d'infrastructure routière? L'infrastructure est même le socle ou le moteur du développement. Parce que lorsque vous vous rendez compte que le chemin de fer, par exemple, coûtera toujours moins cher par rapport au camion. Parce que notamment, déjà avec l'état de nos routes là, une route même en camion qui aurait pu être réalisée en 2 jours va être faite en 2 semaines. Tout ça, il y a des charges en ce qui concerne le carburant, en ce qui concerne la mécanique. Et on se rendra même compte que s'il y avait un chemin de fer qui reliait, supposons, Bandundu à Kinshasa, en quelques heures, ce chemin aurait pu être fait. Donc, oui, les infrastructures, surtout routières, sont inévitables pour penser développement.
Alors, on a vu au sommaire, bien au rythme de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. D'ailleurs, cette guerre qui continue jusqu'à aujourd'hui. Les gouvernements congolais nécessitent de parler, d'énumérer la guerre comme un élément qui avait aussi des répercussions sur l'économie congolaise. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis, cette opinion que les gouvernements congolais cessent d'avancer en tout moment? Oui, évidemment, ça s'appelle en économie des chocs exogènes. Parce que lorsque vous agissez, déjà, il faudrait savoir la différence entre une politique macroéconomique et une politique structurelle. C'est que la politique macroéconomique, c'est une action dans l'immédiat ou à court terme. Alors que la politique structurelle, c'est une action à long terme. Et pourquoi est-ce que l'État a besoin d'intervenir dans une économie? C'est lorsqu'il y a notamment des chocs exogènes. Il peut avoir un choc endogène ou il peut avoir un choc exogène. Endogène, c'est-à-dire à l'intérieur du pays. Exogène, c'est-à-dire des faits qui se passent, en économie on appelle ça le reste du monde, à l'étranger, mais qui a un impact sur vous. Je peux vous donner un autre exemple. La Covid. La Covid a eu un impact pour tous les pays du monde. Même la France aujourd'hui, si sa dette extérieure a grimpé, c'est notamment à cause de la Covid, parce que l'État avait dû subventionner notamment les agriculteurs pour ne pas que la plupart se retrouvent dans une situation délicate. Donc oui, effectivement, la guerre en Ukraine, notamment parce que l'Ukraine est productrice, mais aujourd'hui ma langue me trahit, notamment parce que l'Ukraine est productrice même de blé. Donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer le fait que la guerre en Ukraine puisse avoir un impact sur l'économie congolaise, ce qu'on appelle les chocs exogènes. Alors en parlant de ce fléau qui a dérangé tous les pays, mais s'agissant de la République démocratique du Congo, là je parle de la Covid-19, est-ce la raison finale pour dire que l'économie est restée instable? Parce que c'est ce qui se dit jusqu'à présent. C'est à cause de la Covid que l'économie n'avance pas, l'économie est instable, notamment la monnaie congolaise. Déjà, il faut savoir que l'économie congolaise a presque toujours été instable. C'est vrai qu'il y a eu des périodes où on a pu la contenir, notamment sous Matata Ponyo, on a quand même pu contenir le taux de change pendant un certain laps de temps. Mais l'économie congolaise, de manière générale, a toujours été instable. Et elle sera difficilement stabilisée même à l'avenir, si vous voulez. Mais pourquoi? Tant qu'il y a notamment des structures financières qui ne sont pas adéquates. Je vous donne un exemple. Les structures bancaires. Est-ce que le Congolais fait confiance à la banque? Non. Pourtant, en finance, en sciences financières, on vous apprendra que l'épargne nationale est mobilisée grâce aux banques. Parce que, c'est quoi le rôle d'une banque? Le rôle d'une banque est de collecter notre épargne pour soit les prêter à d'autres emprunteurs, c'est une logique, soit pour permettre la mobilisation de ce qu'on appelle l'épargne nationale, puisque l'État aussi peut venir emprunter auprès des banques commerciales. Mais déjà, lorsque nous, Congolais que nous sommes, nous n'avons pas confiance en nos banques, à juste titre, hein, parce qu'il ne faudrait pas dire qu'on n'a pas confiance aux banques dans le vide, parce que nos banques au Congo, une banque qui est censée être un service rapide, tu vas passer toute la journée pour récupérer ton salaire. Les ATM qui sont censés être des services rapides où tu es censé faire moins de 5 minutes, tu vas te retrouver, il n'y a pas d'argent, il y a un problème de connexion. Donc, avec des structures bancaires inefficaces, on va se rendre compte que nous serons toujours dans un pays où il y a une forte circulation de billets de banque en circulation, ce qu'on appelle la masse monétaire. Quand un agent de l'État vous touche 12 millions de francs, il prend les 12 millions de francs, il part les récupérer en monnaie fiduciaire. Monnaie fiduciaire, c'est les billets de banque. Donc, imaginez un peu la quantité de billets de banque qui est en circulation, sachant que la majorité des Congolais qui sont payés en francs ne conservent pas leur argent en banque. Il sera difficile de stabiliser même le taux de change dans une situation pareille, parce que les pays développés favorisent davantage ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Les jeux de compte, notamment la carte de crédit, les virements bancaires, patati patata. Parce que même l'inflation dont on parle, l'inflation c'est quoi? D'une manière, pour ceux qui ne sont pas économistes, l'inflation c'est le fait que une valeur ou un billet de dollars, supposons qu'un billet de 10 dollars vaut
5 billets de 1000 francs. Je donne un exemple assez simple. Un billet de $, vaut 5 billets de 1000 francs. Et puis, on se rend compte qu'à un moment, un billet de $10 vaut maintenant 8 billets de 1000 francs. C'est ce qu'on appelle l'inflation parce que la valeur monétaire du dollar, on se rend compte que elle a, je pense, apprécié le terme. Et nous sommes dans un pays où il n'y a presque pas de boulot. Et s'il y a boulot, le salaire est minime. Oui. Mais comment faire pour épargner afin de garder cette réflexion de dire que on ne fait pas confiance aux banques? Bon, déjà, ce qu'on conserve à la banque n'est pas forcé d'être une épargne. Parce que dans les pays développés, même l'épicier du coin a la capacité d'être payé par carte de crédit. Déjà, oui, c'est vrai effectivement qu'au Congo, la rémunération moyenne est très faible. Donc, il est carrément difficile d'avoir de quoi épargner. Mais même dans la proportion où il ne faille pas épargner, dans les pays développés, les structures financières sont développées, même le Minerval à l'école ou à l'université, ça peut se payer par carte de crédit ou par virement bancaire. Même boire dans un bar dans les pays développés, ça peut se payer en carte de crédit. Donc, les courses du quotidien dans les pays développés, même si le salaire est insuffisant, oui, parce que le salaire au Congo et le salaire moyen, je pense, est de $60, une cinquantaine ou $60. Donc, même dans un contexte où ce salaire est insuffisant, avec des structures financières ou institutions financières développées, on aurait pu faire face à ce fléau-là. Et vous pensez qu'on a la chance de rendre forte la monnaie du franc congolais? Parce que j'ai été choquée d'entendre une personne dire qu'on ne peut pas épargner avec le franc congolais. Lorsque vous regardez, comment on les appelle, l'une des qualités importantes d'une monnaie, c'est qu'elle doit inspirer la confiance. Le franc congolais n'inspire pas la confiance. C'est pourquoi on préfère plus le dollar. Oui, effectivement, parce que vous pouvez avoir un billet de 20 000 francs. Vous allez voir un Congolais prêt à chiffonner un billet de 20 000 francs, mais refuser de chiffonner un billet de $5. Pourtant, le billet de 20 000 francs vaut plus que $5. Mais il va préférer conserver son billet de $5 avec beaucoup de tact. Mais le billet de 20 000 francs, il peut le chiffonner très facilement. Mais ce n'est pas aussi la faute des Congolais. Parce que lorsque vous avez une économie où le marché d'échange, vous vous réveillez un bon matin, c'était à 27,00. Le lendemain, c'est à 27,05. Et lorsque vous somnolez un tout petit peu, dès que vous vous réveillez, le taux est à 28. On ne peut pas aussi reprocher aux Congolais de ne pas faire confiance à la monnaie congolaise. Donc, il sera quand même assez compliqué, effectivement, de rendre cette monnaie forte dans des conditions aussi délicates. Alors, Maître Sam, puisque vous parlez, Sarah vous a posé tant de questions concernant les dollars américains. Moi, j'en profite parce que moi-même, ces derniers temps, quand vous partez dans les différents distributeurs, les différentes banques, vous allez trouver, même dans des distributeurs des francs congolais, c'est difficile de trouver les francs, c'est toujours les dollars américains. Est-ce que les gouvernements congolais n'a-t-il pas un rôle à jouer, certainement, de sensibiliser à ces banques pour leur dire non, à un moment aussi, il faut mettre les francs congolais parce que ça donne l'impression comme si les banques s'en foutent des francs congolais. C'est pourquoi dans les guichets, dans les distributeurs, ils ont la facilité de mettre les dollars américains au lieu aussi de mettre à disposition de la population les francs congolais. C'est là où je reviens encore sur mes propos de dire que l'État congolais ne joue pas correctement son rôle de gendarme ou de régulateur. Parmi les mécanismes d'action aussi dans une économie, pour agir dans une économie, il y a ce qu'on appelle les politiques incitatives. C'est-à-dire comment pousser les consommateurs à adopter tel ou tel comportement. Le problème n'est pas qu'on ne met pas l'argent dans les distributeurs de francs congolais. Non. C'est juste que, parce que généralement ça intervient, si vous remarquez bien, c'est lorsque la paie intervient, durant peut-être la semaine suivante ou 2 semaines aussi après la paie, qu'il n'y a pas de francs dans les distributeurs de francs. Mais après les 2 semaines suivant la paie, vous allez vous rendre compte qu'il y a une accalmie, lorsqu'il n'y a plus embouteillage devant les distributeurs, vous vous rendez compte qu'il y a maintenant des francs dans les distributeurs. Donc le vrai problème n'est pas qu'on ne met pas les francs dans les distributeurs, mais c'est que dès qu'on les met, ils s'épuisent rapidement. Parce que la plupart des Congolais sont payés en francs congolais.
Mais vous allez vous rendre compte que dès que vous allez aller au guichet à l'intérieur de la banque, moi, il ne m'est jamais arrivé d'arriver au guichet, on me dit qu'il n'y a pas de francs. Alors que je passe quelques secondes à l'extérieur, là, pendant 1 heure, on me dit, eh ben, soit, je sais pas si c'est un mensonge, ou c'est la réalité. Souvent, c'est soit il y a problème de connexion, soit on te dit clairement, il n'y a plus d'argent. Mais souvent, c'est problème de connexion, alors que dans les distributeurs du dollar, il n'y a jamais de problème de connexion. Il y a toujours un problème de connexion en ce qui concerne les distributeurs de francs. Alors, qu'est-ce que l'État aurait pu faire? Inciter les gens à conserver leur argent en banque, par exemple. Je vais vous donner un exemple banal. Supposons que je suis un gros consommateur de bière et que en moyenne, le week-end, je consomme au moins $20 de bière. J'achète mon casier ou je sais pas ce qu'on appelle un seau. On me dit que le seau, si je le paye au comptant, il me coûte $20. Mais si je le paye par voie électronique, il me coûtera $18,5. J'étais pas au courant le premier week-end, je vais regretter. Mais vous pensez que le week-end suivant, avant d'aller boire, je ne vais pas veiller à conserver les $18,5 en compte en banque? C'est ce qui va arriver. C'est ce qu'on appelle aussi des mécanismes ou des politiques incitatives. Est-ce que, maître, n'est-il pas nécessaire pour le gouvernement congolais de se dire aujourd'hui, bon, ok, face à cette situation, comme on a à cette instabilité des francs congolais, on adhère, on amène les pays, par exemple, à la zone CFA, avec la France, certainement, ça pourrait changer la donne au lieu de continuer. Est-ce qu'il est important aujourd'hui de continuer à utiliser les dollars américains au moment où il n'y a pas la stabilité, surtout au niveau des francs congolais? On aurait pu se dire que c'est une solution, mais même les pays qui se trouvent dans la zone CFA ne sont pas forcément des références inéluctables en ce qui concerne une bonne économie. Vous savez, la question de la monnaie, même lorsque j'étais... un jour, on posait la question à un professeur de droit monétaire, et qu'est-ce que je raconte? D'économie monétaire, qui nous dira qu'il y a aussi une solution carrément... Refaire une nouvelle monnaie et repartir de zéro. C'est possible? Oui, c'est possible. Mais le problème est que lorsque vous ne parvenez déjà pas à comprendre quelles sont les conséquences ou les causes plutôt qu'elles se racontent, les causes de l'échec de la stabilité du franc congolais, c'est comme si vous allez déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Donc même adhérer à la zone euro ou dollariser l'économie, parce qu'à la base on était dollarisé à un certain moment, ensuite on a entamé la phase de dollarisation, même tout ça, ce sont des questions qui doivent être étudiées dans le fond et non pas uniquement dans la forme. Alors, les activités économiques dans notre pays, pour la majorité, elles sont dollarisées. Est-ce qu'il y a un impact négatif ou positif aujourd'hui sur la dollarisation des activités économiques en République démocratique du Congo? Oui, bien sûr. Pourtant, le premier ministre de l'époque, Sylvestre Ilunga, avait pris un décret demandant que les transactions se fassent en francs congolais. Donc en réalité, les transactions qui se passent en dollars, elles se passent en violation des textes. Mais une fois encore, de plus, je reviens à ce que j'avais dit avant, quand une monnaie n'inspire pas confiance, vous aurez beau me dire de faire la transaction en francs congolais, mais c'est mon argent à la base, hein, il sera compliqué parce que les décisions politiques doivent être adaptées à la situation sociale ou socio-économique du moment. Donc, c'est ce qui fait que malgré le fait que cette décision a été prise, je pense que c'était en 2019 ou 2020, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas appliquée. Donc, déjà une monnaie, tant qu'elle ne va pas inspirer confiance, vous aurez beau gifler les gens pour les obliger à la prendre avec considération, ça ne va rien changer. Alors, notre pays aujourd'hui détient plus ou moins 80% d'hectares des terres qui sont en arabe. La RDC savait être une puissante agricole. Ce n'est-il pas le moment aujourd'hui de développer ces terres justement qui pourraient d'une manière ou d'une autre permettre au gouvernement congolais de mettre des stratégies en place pour stabiliser les francs congolais face au dollar américain? Oui, exactement. 80 millions de terres arables plus précisément. Pour développer l'économie, ça c'est dans le cadre d'une incidence en économie structurelle plutôt. Ce qu'on appellerait une politique agricole. Parce que même les chefs d'État, pour vous relancer, et parler l'autre fois de ces combats du sol sur les sous-sols. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ça. Oui. C'est-à-dire, il voulait faire allusion au fait que nous devons mettre plus l'accent sur l'agriculture que sur les mines. Parce qu'il y a aussi une chose qu'on oublie. Les mines
ne se renouvellent pas. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, ces minerais, ou en tout cas pour certains, ils vont être en disparition. Aujourd'hui, au Kassai, il fut une époque où il y avait une explosion du diamant. Mais après, on s'est rendu compte que le diamant se faisait rare au Kassai parce que ce sont des matières premières non renouvelables. L'or, les diamants, le cuivre, le cobalt. Donc, il faudrait déjà, parce que peut-être que ce n'est pas nous qui allons subir l'impact de cette disparition. Peut-être que nous serons déjà morts. Mais des bons gestionnaires, ou en tout cas des bons citoyens, si on veut, ce sont ceux qui anticipent des conséquences à venir, même lorsque eux ils seront déjà partis 100 ans avant. Et 100 ans avant, exactement. Les États-Unis, par exemple, ils ont des réserves en ce qui concerne l'alimentation pour plusieurs années. C'est-à-dire qu'ils ont déjà anticipé ce qui pourrait arriver demain. Alors oui, effectivement, il faut développer notre agriculture parce que au moins l'agriculture est un investissement plus sûr parce que la terre ne va pas disparaître, mais aussi l'agriculture c'est un secteur où on a toujours besoin, où le monde aura toujours besoin de l'agriculture, qu'on le veuille ou pas, parce que l'homme a besoin de s'alimenter. Alors la question de savoir pourquoi jusqu'à aujourd'hui nous n'avons toujours pas une agriculture développée, c'est une question à laquelle même moi-même je ne trouve pas de réponse jusqu'à aujourd'hui. En toute honnêteté, je ne vais pas raconter des aberrations. Voilà. Alors Maître Sam, du jour au lendemain, on a comme l'impression qu'il y a les taux qui chevauchent. Alors, est-ce qu'il n'y a pas possibilité, il n'y a pas un mécanisme pour avoir au moins, pour faire la monnaie dans un seul endroit, plutôt que d'avoir des personnes communément appelées changeurs par-ci par-là? Parce qu'on a comme l'impression que chaque jour, il y a des personnes qui augmentent le taux en fonction du rythme du pays, soit en fonction de leur humeur. À Gombe, on voit un autre taux, à Ngaliem, on voit un autre taux, et ainsi de suite. C'est de la responsabilité justement de la Banque centrale, parce que c'est la Banque centrale qui gère. C'est la Banque centrale qui gère même ce qu'on appelle les cambistes. Oui, comme je reviens encore, l'État, de manière générale, hein, la Banque centrale aussi comprise, n'a pas cette autorité suffisante, même en ce qui concerne le marché d'échange. Parce que, comme vous le dites, c'est anormal de se retrouver avec une ville, parce que semble-t-il que même le taux que nous appliquons à Kinshasa, c'est pas forcément le même taux qu'il y a dans les autres villes de la RDC. Et c'est quand même assez inquiétant d'être dans une situation où c'est chacun qui fait sa loi. Ça, c'est le Far West. Donc l'État congolais, la Banque centrale plus précisément, doit être beaucoup plus rigoureuse en ce qui concerne la question. Et puisque nous sommes dans l'ignorance, mais également dans la négligence, la crainte, ne pas de voir le franc congolais disparaître un jour? Non, elle ne disparaîtra pas, mais la crainte est que elle va, plus le temps passera, plus elle va se dévaloriser. Je pense déjà que au bout de quelques années, le billet de 50 francs va disparaître parce que les billets de 10 francs n'existent plus. Je pense qu'il existait des billets de 5 francs, si je ne me trompe pas. Les billets de 20 francs aussi n'existent plus. Donc, très bientôt, là, c'est les billets de 50 francs qui vont disparaître. Et même peut-être, en blaguant, les billets de 100 francs aussi qui vont disparaître avec le temps. Donc, le franc ne disparaîtra pas. Mais, faudrait pas qu'on se retrouve encore dans cette situation à l'époque de Mobutu, où quelqu'un pouvait toucher 1 milliard de Zaïre, 10 millions de Zaïre, tellement que la monnaie avait totalement perdu sa valeur. Voilà, je ne crois pas que, la monnaie ne va pas disparaître, mais il faut éviter de la dévaloriser davantage qu'elle ne l'est déjà. Voilà, il faudrait déjà être en mesure de la dompter pour la rendre difficilement dévalorisable, parce qu'à l'époque de Matata Pogno, la bancarisation peut-être, par exemple, c'était une stratégie très importante pour dompter l'inflation. Parce que le rôle de la bancarisation, à la base, c'était quoi? Diminuer la masse monétaire en circulation. Parce qu'à cette époque, c'était les Maboko Bank. Qu'on le veuille ou pas, c'est vrai que la plupart d'entre nous retirons la quasi-totalité de notre rémunération, mais il y en a quand même aussi qui laissent une partie en compte en banque. Donc ça joue aussi un rôle
dans cette perspective de diminuer la masse monétaire en circulation. Mais aussi, une autre chose importante, si on veut vraiment dompter ce taux de change à long terme, c'est de produire. Parce que tant que vous ne faites que importer, vous êtes en train de diminuer vos devises et même vos réserves en devises parce que le franc ne va pas bouger. Vous, quand vous achetez en Afrique du Sud, vous n'allez pas acheter en francs congolais, ils ne connaissent pas votre monnaie. Vous êtes obligé très certainement soit d'acheter en dollars, qui est une monnaie sur le marché international universel, soit acheter leur monnaie à eux. Quand vous achetez en Europe, vous n'allez pas acheter en francs congolais, vous allez soit acheter, vous allez en acheter qu'en euros d'ailleurs. Or, la conséquence est que votre masse monétaire en circulation ne va pas baisser, bien au contraire. Donc, il y a aussi ça, être un pays qui va produire, être un pays avec des institutions financières fortes et éviter aussi surtout d'utiliser la planche à billets de manière abusive. Alors, Maître Sam, pour être plus réaliste, aujourd'hui, pour diversifier l'économie congolaise, quelles sont les pistes de solutions ou bien quel modèle que la RDC aujourd'hui peut-elle adopter justement pour changer la donne? Pour diversifier l'économie, il faudrait que nous ayons des politiques incitatives à l'entrepreneuriat qui sont vraiment efficaces. Il faudrait que le climat des affaires soit favorable aux entrepreneurs privés. Parce que depuis 2008, selon l'esprit de la loi, l'État congolais s'est désengagé en tant qu'État entrepreneur. C'est-à-dire que l'État, dans le principe, ce n'est pas le secteur public qui va diminuer le taux de change, c'est le secteur privé. Mais ce secteur privé devrait déjà avoir, un climat favorable pour développer leur activité, deux, avoir les fonds nécessaires pour même se lancer dans ces activités. Donc, pour diversifier notre économie, il faudrait qu'il y ait des vraies politiques d'incitation entrepreneuriale qui soient vraiment favorables à l'investissement, notamment en ce qui concerne l'allègement fiscal. Parce que j'ai énoncé l'exemple de cette dame qui commence à fabriquer des cure-dents. J'ai suivi l'interview du ministre qui disait qu'on va, je pense, pendant 5 ans, l'exempter de certaines charges fiscales. Ça aussi, ça va jouer un impact important quant à ça. Alors, est-ce que l'intégration régionale a aussi un rôle important à jouer aujourd'hui d'une manière générale ou encore globale sur l'efficacité de l'économie congolaise? Ça a un rôle à jouer quand vous produisez. Parce que même quand on prend l'exemple de la ZLECAf, la libre-échange, la libre circulation. Mais lorsque vous êtes un marché de plus de 100 millions de potentiels consommateurs, mais que vous-même, vous ne proposez rien, au bout d'un moment, c'est comme si rien n'a changé. Parce que vous allez toujours acheter dans ces pays, mais ces pays n'auront rien à acheter chez vous parce que vous ne produisez rien. Donc, cette intégration va de pair avec une production locale. Tant qu'il n'y aura pas de production locale, vous aurez beau nous intégrer à n'importe quelle entité régionale ou sous-régionale, ça n'aura pas d'impact. Alors, il y a quand même une question qui mérite d'être posée. Aujourd'hui, vous avez, je pense, lu cet article de la radio Okapi qui est revenu sur la dette publique de la République démocratique du Congo. À l'époque de Laurent Désiré Mobutu, on parle de 32 ans pour une dette avoisinant 6 millions de dollars. Aujourd'hui, le régime Tshisekedi, nous sommes à moins de 10 ans. 5 ans même, on parle pour cette 6e année du président Tshisekedi, on parle d'une dette publique de 10 milliards de dollars, c'est quand même énorme. C'est une dette publique ou une dette extérieure? Extérieure. Il y a une différence, voilà. Dette extérieure, c'est-à-dire que on est allé prendre ou contracter des emprunts, soit auprès des institutions de Bretton Woods, généralement ce sont elles qui empruntent, soit auprès d'autres États. Ce n'est pas mauvais en soi qu'un pays ait des dettes extérieures astronomiques. La dette extérieure des États-Unis se chiffre à environ 38 000 milliards de dollars. La dette extérieure française se chiffre, si je ne m'abuse, autour des 5 000 milliards d'euros. La dette extérieure de l'Afrique du Sud se chiffre autour des 26 ou 25 millions de dollars. On dit même les États-Unis, c'est le pays les plus endettés. Oui, les États-Unis, c'est le pays le plus endetté au monde. Maintenant, le problème, c'est quoi? Lorsqu'on s'endette, il faut que l'on sache on s'est endetté pourquoi. Parce que ce qui a, par exemple, augmenté la dette
extérieure de la France, c'était la Covid, lorsque la France a dû commencer à subventionner les agriculteurs ainsi que les entrepreneurs privés. Mais nous, dans notre cas, on se retrouve avec une dette extérieure de 10 milliards, mais on devrait savoir, cet argent qui a été emprunté, elle a été empruntée, pourquoi? Je vais vous donner même un exemple banal, la tontine. Il n'y a qu'un irréfléchi qui peut aller faire la tontine sans savoir qu'est-ce qu'il va faire de cet argent. Parce que quand vous allez dans une tontine sans avoir au préalable préparé un investissement, c'est comme si vous êtes un fou. Parce que vous allez aller consommer cet argent en désordre, mais quand on va vous dire, oh, c'est notre tour, maintenant donne l'argent, tu vas te rendre compte que, oh là là, mais je n'ai rien fait. Donc ces emprunts que nous avons contractés, c'est pour investir exactement dans quoi, ou quels sont les besoins qui nécessitaient cet emprunt astronomique. Parce qu'aujourd'hui, les gestionnaires, parce que je ne suis pas dans la gestion, les gestionnaires nous disent que le budget de l'État a augmenté. Mais il y a quand même une incohérence entre une augmentation du budget et une augmentation de la dette extérieure. Donc, je pense que nos mandataires, parce que nous, le peuple, nous sommes les mandants, doivent nous éclaircir clairement sur qu'est-ce qui a justifié ces emprunts qui sont allés jusqu'à 10 milliards. Parce que 10 milliards ne s'est pas composé que du jour au lendemain. Ça a été un processus. Un processus peut-être qui a pris même de 5 ans ou 4 ans pour qu'on en arrive à ces 10 milliards. Donc ils doivent nous éclaircir et nous dire clairement qu'est-ce qui a justifié ces 10 milliards et qu'est-ce qu'on en a fait. Alors, ma dernière question pour chuter avec l'émission Maître Sam. Aujourd'hui, dans notre pays, quels sont les chantiers économiques qu'il faut relancer justement illico presto pour qu'on puisse avoir quand même un futur rassurant au niveau de l'économie de la République démocratique du Congo? Je dirais qu'à l'immédiat, il sera compliqué d'avoir une solution qui soit opportune pour tout le monde à l'immédiat. Parce que même lorsqu'on parlera de politique agricole, ça ne pourra pas être producteur, ou en tout cas on ne pourra pas ressentir les bienfaits de cette politique en une année. Ça prendra de nombreuses années. Moi, je pense que pour ressentir vraiment ce petit souffle, cette petite respiration économique, il faudrait être plus rigoureux sur la gestion des finances publiques. Éviter la gabegie financière, éviter tous ces dépassements, parce que généralement au Congo, il y a toujours des dépassements budgétaires. Éviter tous ces dépassements budgétaires, promouvoir, comme je l'ai dit précédemment, l'initiative privée, notamment en mettant en place des mécanismes incitatifs, mais aussi améliorer même, pourquoi pas, les rémunérations des uns des autres. Parce que il sera compliqué, même s'il y a des producteurs, il sera compliqué que ces producteurs puissent trouver de l'offre si le pouvoir d'achat est toujours faible. Et le gouvernement de Madame Toulouka doit avoir cette rigueur économique. Oui, le gouvernement devra nous apporter ces solutions. J'ose croire que comme elle a été ministre du Plan, ils vont apporter ces solutions. Mais en étant réaliste, j'emprunte un mot que vous avez employé ici, vous aurez beau changer les hommes, mais si c'est dans le même système, c'est ce que le président Faye a dit, il faut refonder le système. Parce que le problème en soi, c'est pas que les hommes, c'est le système. Donc si le système n'est pas refondé, même Madame Judith, ou même si vous envoyez la Vierge Marie, ça ne va pas changer grand-chose. Alors, Maître Sam, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission, une émission économique. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions avec beaucoup de scientificité. Merci à vous, le plaisir était pour moi de partager ce plateau avec vous, Sarah. Merci, Daniel Maître Roland, et je salue tous les Congolais qui vont nous suivre. J'espère que cette émission va contribuer un temps soit peu à améliorer vos compétences en économie. Merci Sarah. Merci Daniel. On se dit donc à demain pour une autre émission, mais également avec une nouvelle thématique. La République n'a pas toujours besoin de faire des émissions pour critiquer les gens, pour dire des choses sur les gens. Il faut toujours faire des émissions aussi pour proposer avec des gens qui sont intelligents, des jeunes, qui méritent le respect et le temps pour qu'ils puissent dire ce qu'ils pensent pour aider la République. C'est comme ça devait se passer dans notre pays. Bon, malheureusement, on espère que ça va changer. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À demain 16h pour un autre numéro de cette émission. Que vive la République, vive la RDC.